Bonjour à tous, bienvenue à mon booktube. C'est une magnifique journée, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas bien, laissez-moi vous présenter une œuvre qui vous fera sentir peut-être un peu mieux. Je parle de Polina Panasenko, une autrice comédienne et traductrice d'origine russe, mais naturalisée française, et son œuvre « Tenir sa langue ». Bien que ça puisse paraître une introduction absolument banale, c'est extrêmement important de connaître cette identité-là parce que ça va être le fondement, le pilier sur lequel va s'appuyer l'œuvre. L'ouvrage en question lui aura valu beaucoup d'éloges dans le milieu littéraire français, ainsi que la reconnaissance du prix littéraire féminin. En Tenir sa langue, on est plongé au cœur d'une dispute judiciaire entre Polina et l'État français. Cette dispute-là découle d'un sentiment de dénaturalisation que Polina éprouve ironiquement face à sa naturalisation française. Polina s'est vue imposer par l'État français un nom qui est francisé, donc Pauline, à la place de son nom qu'elle a reçu à la naissance en Russie, Polina. Elle n'a aucune haine face à la société française en tant que telle, mais de se savoir dénaturaliser de la sorte, elle éprouve quand même une certaine tristesse, une frustration, et même une espèce de rage qui en vient introspective alors qu'elle se rappelle de l'importance de son nom et de ses origines. C'est donc la raison pour laquelle elle va raconter son histoire du début à la fin, soit de la petite enfance à Moscou jusqu'à ses démêlés entre Paris et Saint-Étienne. Elle raconte son parcours en mettant l'accent sur les éléments qui l'ont marqué, notamment son sentiment d'étrangère en France, la tristesse de devoir quitter ses grands-parents et laisser en Russie à la fin de chaque été. Le tout sera couronné par le triomphe juridique de Polina. Mais ça, vous l'aurez deviné parce que son nom est écrit en russe sur la couverture du livre, qui est d'ailleurs magnifique. Mais cette conclusion est effectuée de manière un peu mélancolique, un peu aigre-douce, où est-ce que le drôle de personnage de Polina va démontrer sa manière de vivre le deuil. Tenir sa langue m'a beaucoup plu par son écriture qui a un ton moqueur, sarcastique parfois, et qui rappelle beaucoup le courant littéraire du réalisme russe. Cependant, le tout est raconté de manière très moderne, sous la plume contemporaine et audacieuse de Polina Panasenko. Elle est capable de briser certaines normes littéraires pour faire passer des messages assez sérieux et d'actualité. Dans un passage que j'ai particulièrement apprécié, elle se moque des Français qui prennent les Russes pour des caricatures ambulantes en les paraphrasant, sans guillemets ni ponctuation, de manière abusive. Elle les parodie un peu de la sorte. Vas-y, tu t'appelles Anastasia, en fait, t'es la fille du tsar et t'aimes pas la révolution parce qu'on t'a pris tes bijoux. Et on lui a pris ses bijoux, alors elle est pas contente. Non, mais il y a pas eu que des bonnes choses, mais ça n'a rien à voir. En fait, faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain, faut pas mélanger les torchons et les serviettes, les mouches et les côtelettes. Ça n'a rien à voir. Une poule, c'est pas un oiseau. Lénine, c'est pas Staline. Staline, c'est pas Trotsky. Bonjour les amalgames, bonjour, bonjour. Vous pouvez voir que c'est un rythme qui ne se casse pas. Le tout est souligné par un manque concret de ponctuation, surtout dans les premières pages du livre. Mais je dois admettre que l'emploi de telles méthodes, quoique un peu déconcertant quand même, m'a fait rire plusieurs fois. L'ambiance est particulière. Elle m'a fait voyager dans une Russie froide et grise, mais dans laquelle on se sent pourtant dans une certaine chaleur auprès de la famille de Polina. C'est pas seulement un voyage linguistique et interculturel, mais c'est aussi un voyage dans le temps. En effet, dans Tenir sa langue, l'élément déclencheur, ce serait la chute de l'URSS. L'œuvre transpire un peu cette espèce de communisme déchu, le froid, mais aussi le soutien familial, les arts russes, et plus encore. Plusieurs personnages m'ont plu parce qu'ils étaient fondamentalement très humains. Par exemple, lors de son arrivée à la maternelle française, Polina parle pas un seul mot de français. Elle dépeint un portrait de la cour d'école qui s'apparente un peu à une pyramide hiérarchique dont la base est peuplée de jeunes garçons plutôt grotesques. Ces garçons dominent le centre de la pyramide, majoritairement composé de filles qui jouent à des jeux un peu moins grotesques. Et finalement, il y a la pointe de la pyramide, dominée par le centre des filles. Cette pointe est composée de rejets de la société française, si on veut. Donc Polina, qui ne parle pas un mot de français, et Philippe, un jeune garçon qui bégaye et qui subit de l'intimidation, mais qui a su faire fondre mon cœur par son amitié sincère et son ouverture d'esprit. Dans la pointe étriquée et silencieuse du triangle se trouvent Philippe et moi, le bègue et le russe. Cependant, l'œuvre souffre, selon moi, d'un aspect. Puisque l'histoire est surtout centrée sur Polina, elle peut paraître un petit peu égocentrique par moments, quelque peu insensible,
et certains personnages semblent disparaître sans explication, comme si Paulina n'avait rien à dire, alors que clairement ils ont joué un rôle important dans son développement, comme Philippe par exemple. Maître Corbeau qui n'est pas perché du haut de son arbre. La symbolique de tenir sa langue saute aux yeux. Elle est présente tout au long de l'œuvre, même dans le titre. On parle de Paulina qui essaie de tenir sa langue au sens propre, soit de se rattacher à sa langue maternelle alors qu'elle s'en éloigne, mais aussi au sens figuré. Tenir sa langue, c'est aussi une expression qui exprime la nécessité de garder le silence. Et l'objectif de cet ouvrage, c'est un peu de briser ce silence, de ne plus s'y restreindre. Je regarde la procureure et je me demande si mon intégration dans la société française peut être considérée comme réussie. Je regarde la procureure et je me demande ce que ça peut lui faire que mon prénom fasse bifurquer sa langue d'une voyelle. Ça l'écorche? Ça lui fait une saignée? Ou alors, elle a peur que je me glisse dans sa langue de procureur? Le prénom comme cheval de Troie. Et une fois à l'intérieur, schlick, un jaune d'œuf qui coule. Poc, une fusée dans l'œil. Elle a peur que je la féconde, ouais. Elle a peur que je lui mette ma langue dans la sienne et de ce que ça ferait. Elle a peur de ses propres enfants, en fait. Franchement, si on se léchait les langues, ça serait tellement mieux. Un bon baisodrome de langue, ça détendrait tout le monde. Dans ma tête, il y a une baise linguistique sur le banc de la salle d'audience du tribunal de Bobigny. La procureure dit « J'ai une dernière question pour vous, pour votre cliente, maître. » Mon avocate s'écarte, je m'avance. Pensez-vous que c'est dans votre intérêt d'avoir un prénom russe dans la société française? Cet extrait peut facilement être interprété comme une critique envers le conservatisme des Français au niveau de la langue. Paulina y exprime ici comme penser que, ultimement, la seule raison pour laquelle l'État exige qu'elle porte le nom de Pauline, c'est pour ne pas contaminer la langue française, ce qui est absolument farfelu. Mais Paulina en rajoute toujours plus pour exacerber le malaise en affirmant qu'elle aimerait plutôt que les langues se lèchent, c'est-à-dire qu'elles soient en communion, qu'il y ait une certaine ouverture et compréhension, plutôt qu'une xénophobie irrationnelle entre elle et la société qui tente de lui enlever le prénom dont elle est tant fière. Tu peux me donner mes affaires? Ça démontre assez bien la thématique de l'œuvre, l'espèce de limbo qui repose entre deux cultures, comme la non-identité si on veut. Paulina qui erre sans cesse en essayant de trouver sa place alors qu'en France, elle doit agir comme une Française, mais elle est perçue comme une Russe, sauf aux yeux de l'État. Alors qu'en Russie, elle est perçue comme une Française. C'est le choc entre deux langues, entre deux cultures. Finalement, tenir sa langue, c'est une œuvre littéraire qui peut se montrer un peu coriace. Il faut que le lecteur soit attentif pour lire entre les lignes du livre, parce que le sarcasme et les sous-entendus sont fréquents. Puis, il y a aussi plusieurs problèmes de lecture sur lesquels le lecteur a la responsabilité de se questionner. Maintenant, comment je fais pour descendre d'ici? Pourquoi Paulina semble-t-elle éviter de toucher à l'amitié? L'amour devrait-il être un acte patriotique, tel qu'elle le prétend? Paulina a-t-elle un complexe envers ses origines juives? Peut-on communiquer sans la langue par d'autres médiums? L'amour que l'on voue à quelqu'un n'est-il pas le premier ingrédient d'une intégration réussie dans la société? En conclusion, tenir sa langue, ça va avoir été une œuvre qui m'a fait profondément réfléchir sur l'identité culturelle, linguistique et sociale, ainsi que la quête du soi. Wow, ça glisse! Ce thème est une thématique profonde qui peut rassembler un peu tout le monde, mais surtout les adolescents, à un moment de leur vie où est-ce que l'identité se construit. Je vous remercie d'avoir prêté attention à mon booktube. J'espère que vous avez apprécié et que je vous ai donné envie de sauter dans ce livre à votre tour. Donc si vous voulez m'aider, vous pouvez me donner vos commentaires ou vos questions. Il va me faire grand plaisir d'y répondre. Allez, soyez pas gênés. Pas besoin de tenir sa langue. Désolé.